Please say to me, say with me, 3 times. Lord. Lord. And Lord. Thank you very much. Muito obrigado. Voilà comment se termine l'histoire. Pelé remerciant les milliers et les milliers de personnes lui ayant permis de réaliser son rêve, jouer au football. Mais derrière ces larmes se cache une vie avec un agenda plutôt bien rempli, celui d'un gamin brésilien, Dico, qui ne s'attendait pas, mais alors pas du tout, à révolutionner le sport le plus populaire du monde. D'enfant à roi, de joueur à footballeur, du Brésil au monde entier, bienvenue dans Il était une fois Pelé. The winner of the FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur is Edson Arantes do Nascimento. You know him as Pelé. Edson Arantes do Nascimento, né le 23 octobre 1940 à Três Corações, au Brésil. C'est un petit village au sud-est du pays, un petit peu dans les terres. Aujourd'hui c'est une ville de plus de 80 000 habitants, mais à l'époque on était plus proche de ça. Ça explique son prénom, Edson, en hommage à Thomas Edison, l'inventeur de l'électricité, car Pelé naît juste après l'arrivée de l'électricité dans son village. Il grandit là-bas avec ses parents, son frère et sa sœur. Mais la famille Nascimento va très vite déménager, direction la municipalité de Bauru, une plus grande ville de l'état de Sao Paulo, où son père décroche un emploi de fonctionnaire et une place dans l'équipe de football de la ville. Car oui, son papa joue au foot. Et c'est à Bauru qu'on va commencer à l'appeler Pelé, à cause du gardien de but du club de la ville, Bilé, que le petit Edson n'arrivait pas à bien prononcer. Le fonctionnement de la maison était très simple. Sa maman était derrière lui pour qu'il réussisse à l'école et se trouve un métier. Son père, lui, était là pour lui transmettre son amour pour le football. C'est comme ça qu'il va commencer à jouer dans quelques équipes de quartier et qu'il va vraiment se prendre de passion pour le ballon rond. Mais c'est lorsqu'il a 10 ans, en 1950, qu'il va réaliser à quel point le football peut être grand et joyeux, mais aussi une immense déception. Le Brésil dispute la Coupe du Monde 1950 à domicile. La Seleção se hisse en finale et devant 200 000 personnes au Maracanã, c'est un traumatisme. L'Uruguay bat le Brésil. Cet événement a beaucoup affecté Pelé, mais il va reprendre un cours de vie assez normal, changer plusieurs fois d'équipe et même jouer au foot en salle. Une discipline qui est selon lui beaucoup plus dure que le football classique, parce que ça demandait énormément de technique. À force d'enchaîner les matchs, les buts et les équipes, il finit par se faire remarquer dans son quartier. Il passe dans le journal local de la ville, et de plus en plus de spectateurs prennent place autour du terrain pour assister à un match de Pelé. Et forcément, les recruteurs finissent par se montrer. En 1956, c'est le premier tournant de sa carrière. Il reçoit une offre d'un club de Rio de Janeiro. Sauf qu'à cette époque, Pelé travaille, ramène de l'argent à la maison, qui est extrêmement précieux pour sa famille. Sa mère préfère qu'il continue l'école afin de s'assurer un futur métier. Et en plus de ça, partir seul à Rio de Janeiro. À cet âge-là, et sans argent, c'est quasiment mission impossible. Alors elle va refuser. Et Pelé va continuer à recevoir des sollicitations d'autres clubs. Et c'est finalement Santos qui va réussir à faire changer d'avis sa maman. Et le gros avantage du garçon, c'est qu'il a un père footballeur qui connaît parfaitement le milieu et qui va décider de partir avec lui à Santos pour l'accompagner dans son développement. Juste avant de véritablement lancer cette vidéo, il faut que je t'explique 2-3 trucs sur l'époque. Parce que oui, ça a rien à voir avec le foot que tu connais aujourd'hui. Concernant les règles du jeu, déjà, il n'y a pas de changement, pas de carton. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut sur un terrain de foot à l'époque. Le jeu est donc un peu haché, assez dur, rugueux, et il n'existe quasiment pas d'artistes sur le terrain comme on peut voir aujourd'hui. Concernant le championnat brésilien aussi, c'est important. En raison de la superficie du Brésil et des difficultés de transport et du manque d'argent, on va pas se mentir, il n'y a pas de championnat régulier. Ça serait beaucoup trop compliqué d'organiser un championnat avec toutes les équipes du pays. Du coup, chaque club dispute le championnat de sa région. En l'occurrence, Santos, c'est le championnat de Sao Paulo. Et c'est loin d'être le plus mauvais, hein. Avec celui de Rio de Janeiro, c'est les 2 championnats majeurs du pays. Chaque année, les meilleurs clubs de chaque championnat s'affrontent entre eux dans un tournoi en plus pour déterminer le champion du Brésil.
Concernant Santos, quand Pelé arrive, c'est loin d'être l'un des meilleurs clubs du Brésil. Une dernière chose, à l'époque, il y a pas mal de matchs, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les clubs brésiliens, ils aiment beaucoup organiser des matchs amicaux, soit pour le show, soit pour s'entraîner. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Concernant la vie au Brésil à l'époque, vous allez voir que ça a une importance capitale sur la suite de la vidéo. Depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Brésil est devenu un pays centralisé, géré par un président élu. Les citoyens sont plutôt libres, le droit de vote universel, le vote des femmes et le vote à bulletin secret existent, et le pays est promis à devenir l'une des futures grandes puissances mondiales. Le président élu, João Goulart, entreprend une politique de réforme sociale. Mais les États-Unis, ça leur plaît pas vraiment, hein. On est en période de guerre froide et tout ce qui ne rime pas avec capitalisme, ils ont vraiment du mal. Via un ambassadeur sur place, ils vont participer à l'opposition à ce président. Le climat est donc un peu tendu et pas vraiment stable. Pelé quitte donc sa famille en 1956. Il a 15 ans et part s'installer à Santos. Il s'entraîne directement avec les professionnels mais fait ses débuts d'abord avec les juniors. Dès le 7 septembre 1956, il participe à son premier match professionnel à l'occasion d'une rencontre amicale contre les Corinthians. Et il marque déjà son premier but. Deux participations à un match amical en 1956, et dès le début de l'année 1957, tout va s'accélérer. Un titulaire de l'équipe se blesse. Qui pour le remplacer ? Pelé. Il prend sa place et devient directement titulaire avec Santos. Et ça prend directement, comme dans un film. Il marque presque une trentaine de buts, et il est convoqué en juillet 1957 avec la sélection brésilienne. Premier match de sa vie sous le maillot jaune, face à l'Argentine au Maracanã. Il a seulement 16 ans, et il va marquer. Bon, le Brésil va perdre, mais imaginez à quel point c'est allé vite. 3 jours plus tard, il est titularisé pour la première fois avec l'équipe du Brésil, pour un nouveau match face à l'Argentine. Et il va encore marquer. Cette convocation ultra rapide et prématurée va quand même lui permettre de croire à une participation à la Coupe du Monde 1958. Il retourne à Santos et termine meilleur buteur du championnat de l'État de Sao Paulo avec 17 buts marqués qui lui permettent d'être dans l'équipe sélectionnée pour la Suède. 17 ans et Pelé va déjà réaliser son rêve. Tout ne va pas se passer comme prévu. Pelé se blesse quelques jours avant le début de la compétition. Le jeune milieu offensif ne participe ni aux matchs amicaux de préparation, ni aux 2 premiers matchs de la sélection brésilienne au mondial. Le Brésil s'en sort bien, une victoire, un match nul. Le dernier match est capital. Pelé est de nouveau apte à jouer pour le 3e match, sauf que c'est pas forcément évident qu'un gamin de 17 ans débute avec le Brésil lors de la Coupe du Monde. Pendant les 2 premiers matchs, Dida, son remplaçant, a franchement déçu, et du coup, oui, Pelé va jouer. Lors du 3e match décisif contre l'URSS, Pelé fait ses débuts dans la compétition. Il devient alors le plus jeune participant dans l'histoire du tournoi. Le Brésil s'impose grâce à un doublé de Vava et se qualifie pour les quarts de finale. Le Brésil affronte alors le Pays de Galles. Et qui va marquer le seul et unique but du match ? Pelé. L'histoire prend forme et va devenir surréaliste lors de la demi-finale. Cruzou para trás, dominou, fez o passe do Pelé, furou, voltou, Pelé emendou lá dentro! Gol do Brasil! L'équipe de France peine à y croire. Pelé, 17 ans, vient d'inscrire un triplé et vient de renvoyer les tricolores à la maison. 29 juin 1958, finale de la Coupe du Monde, Brésil-Suède. C'est la toute première finale de la Coupe du Monde diffusée en direct à la télé. Le Brésil prend le contrôle du match. Mais ce que l'histoire retiendra de ce match, ce n'est pas le doublé de Vava en première mi-temps. Sobre a Suécia. Olhou para a área, lançamento do Nilton Santos pro Pelé, pro Pelé, pro Pelé! Antológico gol de Pelé! O Brasil faz. Ce but fera la légende de Pelé, le propulsera dans un nouveau monde. Il est aujourd'hui toujours classé parmi les plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. Et Pelé ne s'arrêtera pas là, il marquera un 2e but lors de cette finale qui scellera définitivement le premier sacre mondial du Brésil. Plus jeune joueur, plus jeune buteur de la Coupe du Monde, Pelé a ramené le titre que tout le Brésil avait vu disparaître sous leurs yeux en 1950. Après cette victoire, les Brésiliens connaissent une véritable médiatisation à leur retour au pays. Couverture de magazines, des dizaines et des dizaines d'entretiens.
Ce gamin de 17 ans, arrivé à la Coupe du Monde par un concours de circonstances, devient, en l'espace d'une semaine, le héros et la star de tout un pays. Malgré ce titre et ses 17 ans, Pelé poursuit sa carrière au Santos FC, et c'est loin d'être le joueur le mieux payé. Mais à son retour, quelque chose est différent, quelque chose a changé. Il ne peut plus sortir dans la rue, il est sollicité en permanence par le gouvernement et les médias. Le nom de Pelé est repris de partout, tout le monde ne parle que de lui. Et celui qui ne s'appelle désormais plus Edson ne va rien faire pour améliorer ça. En 1958, Santos remporte le championnat de Sao Paulo, où Pelé termine meilleur buteur avec 58 buts en 33 matchs. Puis pour la toute première fois dans l'histoire du club, Santos est sacré champion du Brésil, après sa victoire au tournoi de Rio-Sao Paulo. Pelé ne s'arrête pas là, ramène deux nouveaux titres, en 1960 et en 1961. Le club de Santos effectue de nombreuses tournées à travers le monde, notamment en Europe pour y rencontrer les meilleurs clubs du vieux continent qui n'hésitent pas à proposer des offres très alléchantes pour faire venir Pelé. Car oui, à 17 ans, il est déjà plus qu'un footballeur. C'est une réelle arme de vente, un business. Et ça, c'est le premier à le réaliser, c'est du jamais vu. Pour la seule année 1960, Pelé joue 116 matchs. À titre de comparaison, un joueur aujourd'hui qui joue plus de 40 matchs sur une saison, c'est énorme. Rappelez-vous de Pedri. En 2020-2021, tout le monde faisait des blagues sur lui tellement il avait joué de matchs et il a terminé la saison à 62. Et c'était tellement éprouvant que la saison d'après, il a quasiment pas joué à cause des blessures. Donc imaginez un Pelé à 116 matchs sur l'année. C'était un autre foot, certes, j'imagine que les matchs étaient plus rapprochés, on forçait sûrement moins aux entraînements. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de matchs. Et qui dit beaucoup de matchs avec Pelé dit énormément de buts. 127 buts en 1959, 73 en 1960. Et si au Brésil c'est devenu la personnalité la plus aimée et la plus connue, son nom ressort de partout dans le reste du monde. Et la question d'un transfert en Europe se pose, lorsque des offres du Milan AC et du Real Madrid arrivent sur la table de Santos. À l'époque et encore plus au Brésil, la législation, agent de joueur, transfert, c'était pas vraiment clair. Pour résumer, c'est le club qui décidait s'il y avait transfert oui ou non. Le joueur n'avait pas son mot à dire et Santos prendra la décision de ne pas le transférer. La pression pour le garder au Brésil étant tellement forte, ils n'ont jamais vraiment eu le choix. Quelques jours après cet événement, le Congrès national du Brésil décide de mettre un terme à ces spéculations en le déclarant trésor national non exportable. Pelé ne pourra jamais quitter le Brésil. Titulaire en équipe du Brésil, Pelé participe en 1962 à sa seconde Coupe du Monde organisée au Chili. Le 30 mai, le Brésil affronte le Mexique, qu'il bat sur le score de 2-0 grâce à un but de Pelé. Lors du deuxième match, face à la Tchécoslovaquie, ça se passe pas vraiment bien. Pelé se blesse à la 25e minute, mais est contraint de rester sur le terrain car les remplacements n'existent pas à l'époque. Le match termine sur le score de 0-0 et Pelé, sûrement fatigué par la pression médiatique, le nombre de matchs, l'accélération qu'a connue sa vie lors des 4 dernières années, est forfait pour le reste du tournoi. Cette information est vécue comme un choc au Brésil. Mais la Seleção est pleine de ressources. Et un certain Garrincha va prendre la place de Pelé en 1962 et va amener le Brésil sur le toit du monde une seconde fois consécutive. De retour au Brésil, il se rétablit et rejoint son club qui est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Et oui, ça existait déjà à l'époque. Pelé ne peut pas participer à cette finale. Santos remporte le match aller, Peñarol remporte le match retour. Et dans ces conditions, on joue un match d'appui, un troisième match qui déterminera qui remporte le trophée. Et Pelé est rétabli pour ce match. Et il va inscrire un doublé légendaire.
pour une victoire 3-0 de Santos. Il est sur le toit de l'Amérique du Sud avec son club. Ce titre permet au club brésilien de rencontrer le futur vainqueur de la Coupe des clubs champions, la Ligue des champions, en l'occurrence le Benfica Lisbonne d'un certain Eusebio. Cette coupe intercontinentale de 1962 prend alors des airs légendaires. Au match aller, Santos reçoit Benfica au Maracanã et s'impose 3-2 avec un doublé de Pelé. Santos s'impose à nouveau sur le score de 5-2 avec cette fois-ci un triplé du Brésilien. Le Benfica est sur la touche, Pelé n'a que 21 ans et il a déjà tout gagné. Son talent n'a pas de frontières, c'est le meilleur joueur du monde. Et ce qui est fou avec lui, c'est son côté précurseur. Il commence à faire de la publicité, à sortir du monde du football, à avoir un impact sur la vie politique du pays. C'est aussi un des premiers joueurs à passer à la télé, à inspirer des jeunes, un des premiers footballeurs sur qui on peut mettre un visage. Pelé a tout inventé, c'est le premier artiste. Il a tout appris de lui-même. Il n'avait rien pour s'inspirer des autres avant. La feinte derrière la jambe d'appui, reprise par Drogba ou Ronaldo, c'était Pelé. Le coup du foulard, c'était Pelé. La feinte de Cruyff, c'était Pelé. Le retourné acrobatique, c'était Pelé. Le double contact de Messi, c'était Pelé. Le sombrero, c'était Pelé. Les ailes de pigeon de Zlatan ou de Ronaldinho, c'était Pelé. Les feintes de corps, c'était Pelé. Les petits ponts, c'était Pelé. Les coups francs, c'était Pelé. Pourquoi aujourd'hui on associe peut-être plus le football au Brésil plutôt qu'à l'Angleterre? Pourquoi quand une équipe joue en une touche avec des gestes techniques, on dit « Oh, c'est le Brésil ». Pourquoi les générations suivantes de Brésiliens s'appuient autant sur la technique, les gestes fantasques? Tout ça, c'est Pelé. L'année suivante, le Santos FC ne remporte pas le titre de champion. Pour la première fois depuis 4 ans, mais parvient une nouvelle fois en finale de la Copa Libertadores. Cette fois-ci contre Boca Juniors. Et Santos va remporter le titre une deuxième année consécutive, avec un but victorieux de Pelé à la 82e minute du match retour. Santos a donc une nouvelle fois rendez-vous avec l'Europe pour disputer la Coupe intercontinentale. Et cette fois-ci, c'est pas Benfica, c'est l'AC Milan. À San Siro, c'est le Milan qui prend l'avantage en s'imposant 4-2 malgré un doublé de Pelé. Entre le match aller et le match retour, Pelé se blesse et Santos va aller remporter le trophée sans lui. « 31 mars 1964, coup d'État au Brésil. Le maréchal Castelo Branco renverse la 4ème République et son président élu, João Goulart. Les militaires ont justifié le coup d'État, qui prenait place quelques années après l'alignement du régime cubain sur l'URSS, en prétextant la menace communiste. Le coup d'État était au début simplement provisoire, mais les militaires vont se maintenir durablement au pouvoir et progressivement installer une véritable dictature. Soutenue par les États-Unis qui reconnaissent immédiatement le nouveau régime, le putsch de 1964 avait été préparé largement en amont. Mais tout ça, c'est un autre sujet. Le football, lui, reprend. Et Pelé a récemment avoué que fondamentalement, ça changeait pas grand-chose pour lui. Sur le terrain, il a peut-être raison, mais en dehors, une chose est sûre, c'est que la place de Pelé dans la société va bel et bien connaître un changement. Il est traité comme le joyau du royaume, il est chouchouté par le nouveau gouvernement, qui veut à tout prix entretenir une bonne relation avec le Brésilien le plus aimé dans le pays et dans le monde. Il va être invité à participer à la politique du pays, à intégrer indirectement le gouvernement, à prendre part à des réunions avec les plus hauts représentants brésiliens, mais lui ne veut pas de tout ça. Il décide alors de prendre une posture apolitique et de continuer à vivre sa vie en jouant au foot comme il l'a toujours fait. Dans le futur, le fait qu'il ait accepté la dictature, ça lui sera pas mal reproché. Alors sa vie continue, il remporte le championnat de Sao Paulo en 64, puis en 65. Et Santos est de nouveau sur le toit du Brésil ces mêmes années, où Pelé marque respectivement 57 buts en 1965 et 97 en 1966, dont 64 en match officiel et 54 en 35 matchs de championnat. Il est intouchable. Il se marie en 1966 avec Rosemary Scholby, avec qui il aura 3 enfants. Mais à cette période, ce qui lui prend le plus de temps, ce n'est plus le football. Et non, ce n'est pas non plus sa femme. Il commence à faire énormément de déplacements un petit peu partout dans le monde. Il s'engage avec des marques et multiplie les allers-retours. À l'aube de la Coupe du Monde,
Le roi du pays n'est donc pas forcément concentré que sur le football. Les Brésiliens, qui souffrent de plus en plus de la dictature, s'en remettent uniquement à la sélection nationale et au football pour sortir de leur quotidien pas toujours heureux. Au pays, tout le monde pense que le Brésil va gagner une 3e Coupe du Monde consécutive. Personne ne peut battre Pelé. Des bâches sont déployées devant leur hôtel juste avant leur départ pour l'Angleterre avec l'inscription « Le Brésil, 3e fois champion du monde ». Et la célébrité de Pelé, ça va pas forcément l'aider lors de cette Coupe du Monde 1966. L'attaquant de 25 ans du Santos FC est connu en Europe, et trop connu en Europe. Le Brésil, c'est Pelé, les gens n'en ont qu'après Pelé. La sélection brésilienne s'est renouvelée avec beaucoup de jeunes. Tout son jeu et son système sont bâtis autour d'un homme, Pelé. Alors quand votre pièce maîtresse s'effondre, tout s'effondre. Le 12 juillet, au Goodison Park, le défenseur de la Bulgarie, Zetchev, serre le marquage sur Pelé après qu'il ait marqué un but sur un coup franc. Le Bulgare multiplie les agressions, toujours en retard. Un hématome derrière le genou droit empêche la vedette de jouer le match suivant contre la Hongrie. Le Brésil s'incline 3-1 et se retrouve au pied du mur. Titularisé lors de la dernière rencontre face au Portugal de Zébio, Pelé est blessé par un joueur portugais à la 30e minute de jeu. Un tacle de pied décollé, un attentat. Il restera sur le terrain et assistera à la victoire du Portugal. Peu aidé par l'arbitrage, il est impuissant, boitant sur la pelouse, genoux bandés. La Seleção est éliminée dès le premier tour. Trop de matchs, trop d'hors-foot, trop de pression, trop de fautes, trop de Pelé. Il met un terme à sa carrière internationale. Déçu du laxisme du corps arbitral et du traitement des défenseurs adverses, Pelé veut tout arrêter. Il est triste, découragé, en a marre d'être Pelé, et il veut redevenir Dico, le surnom que sa famille lui donnait, la personne qu'il est en dehors du foot. La population était sous le choc après cette annonce. Il finit par se remotiver, en se concentrant sur sa carrière en club, pour encore 2-3 saisons, avant de mettre définitivement un terme à sa carrière de footballeur. C'est ce que les rumeurs disaient à l'époque. Malheureusement pour lui, il ne parvient pas à remporter le championnat en 1966. Et il marque aussi 3 fois moins de buts que l'année précédente. Il remporte le titre en 1967, en étant de nouveau énormément décisif, puis renouvelle un an plus tard. Je vous en ai pas parlé juste avant, mais Pelé va une nouvelle fois être précurseur. Sa Coupe du Monde 1966 et les fautes qu'il a subies vont pousser l'arbitrage international à créer le carton jaune et le carton rouge. Et ce, dès la fin de la Coupe du Monde. Bon, il sortait rouge que s'il y avait un réel attentat, une faute énorme, mais ça existe quand même. « 13 décembre 1968, l'acte institutionnel numéro 5 est promulgué par le président Costa et Silva. Il dissout le Congrès, donne au président des pouvoirs dictatoriaux, suspend la Constitution, impose la censure et abroge la plupart des libertés individuelles. Rien ne va au Brésil, et ça va pas s'arranger. Le général Médici remplace Costa et Silva, et intensifie la guerre sale contre la population civile. Meurtres, assassinats, tortures, voilà à quoi ressemblait le Brésil à la fin des années 60, qui vit là ses heures les plus sombres. Pelé ne sera jamais un Socrates, je pense que vous l'avez bien compris. Il ne prendra jamais parti pour tel ou tel gouvernement, ni parti politique. Pelé était au-dessus de tout ça. Ça ne l'intéressait pas. C'était le héros des gens, de la population. Celui qui les sortait chaque dimanche d'un quotidien malheureux et qui leur apportait un peu de bonheur sur le terrain. C'est pour ça qu'en 1968, il revient avec la sélection brésilienne et entame sa préparation pour la Coupe du Monde 70. Il réalise la même année le doublé, championnat de Sao Paulo, Coupe du Brésil avec Santos. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'est pas si souvent que ça au Brésil en fait. Il fait tellement de tournées avec son club et avec la sélection brésilienne, qui elle aussi s'est mis à aller jouer des matchs face à la France, face à l'Angleterre, à l'Italie. En plus des publicités, ça y est, Pelé s'attaque à la musique. Il sort un titre avec Elis Regina, une des plus grandes chanteuses brésiliennes de tous les temps. À l'automne 1969, tous les médias sportifs brésiliens attendent le 1000e but de la carrière de Pelé. Et plus il s'en approche, plus la pression est grande et moins il marque de buts. Aucune défense ne souhaite être retenue dans l'histoire comme celle qui a encaissé le 1000e but de Pelé.
Le 19 novembre 1969, devant 65 000 spectateurs au stade Maracanã, Pelé obtient un penalty. Cet événement est tellement médiatisé qu'il y a un hélicoptère qui filme au-dessus du stade. Les gens n'attendaient que ça. Tout le monde ne vivait que pour le 1000e but de Pelé. Et c'est un moment tellement historique qu'il va se passer un truc assez étrange. Tous les joueurs de Santos, au moment où Pelé va frapper son penalty, s'écartent. Ils ne sont pas autour de la surface de réparation, ils sont repartis tous dans leur propre moitié de terrain, laissant Pelé seul face au gardien. Caminhou Pelé, apontou. Il inscrit donc ce 1000e but sur penalty face au Vasco de Gama FC. Immortalisé par les caméras en noir et blanc, ce but historique entraîne une explosion de joie dans le stade et l'envahissement du terrain par des journalistes et des supporters. C'est tellement important dans le pays que le match est arrêté à la suite de ce but pour que Pelé puisse faire un tour d'honneur pendant plus de 20 minutes. Et après ça, le match pourra tranquillement reprendre, Santos s'imposera et ira chercher son 9e titre de champion. Ça ressemble à une belle fin de carrière, à une belle fin d'histoire, mais c'est pas du tout le cas. Cette belle histoire, comme je viens de l'appeler, n'a duré que 3 jours. Car oui, le 22 novembre 1969, l'idole brésilienne se rend à Brasilia, car le président du Brésil, le dictateur Médici, souhaite féliciter Pelé en personne. Assez malin de sa part. Avoir Pelé en poche était l'outil le plus bénéfique pour appuyer la dictature. Et malheureusement pour le numéro 10, ça l'a bien desservi. Cette poignée de main, ce sourire, vont lui valoir beaucoup de critiques au Brésil, prenant même le dessus sur ce qu'il faisait sur le terrain. Des témoignages de 2022 font toujours écho à cette non-prise de position, et beaucoup d'anciens du Brésil lui en veulent toujours. Je ne suis pas là pour le condamner ni pour le défendre, mais se positionner contre une dictature aussi violente que celle du Brésil à l'époque, c'était pas non plus évident et simple. Je vous invite à vous renseigner plus en profondeur sur le sujet si ça vous intéresse afin de vous faire votre propre avis. Pelé a répondu à cette question et a considéré être un citoyen comme les autres, pas un super-héros qui a juste eu le don de savoir jouer au foot. L'ambiance au sein du pays ne s'arrange pas. La répression et la violence atteignent un point encore non égalé. Mais un événement va apporter de la lumière à un peuple vivant maintenant dans le noir depuis beaucoup trop longtemps. Et ce qui est horrible avec l'histoire qui suit, c'est que la seule chose qui restait aux Brésiliens, leur source de bonheur en 58 et en 62, la dictature l'avait prise. Les militaires dirigeaient à présent l'équipe nationale. Des slogans fascistes apparaissaient sous les photos de Pelé avec le maillot du Brésil. Ce dernier, qui est de retour après être parti 4 ans plus tôt, mais qui ne voulait pourtant pas rejouer de Coupe du Monde, pour ne pas revivre ce qu'il avait vécu en Angleterre. Mais la dictature faisait pression sur lui. Pelé aurait même reçu des menaces s'il venait à manquer le Mondial 70. Une seule chose est sûre, c'est que s'il venait à y avoir une victoire du Brésil, ça ne profiterait pas au peuple, mais à la dictature, qui n'en sortirait que plus renforcée. Et côté Brésil, la préparation à la Coupe du Monde 70 va être assez particulière. João Saldanha, c'est le sélectionneur à l'époque, sauf qu'il change Pelé de poste pour ce mondial. Il veut le faire jouer buteur, alors que ça fait 15 ans qu'il joue milieu offensif. Mais il va vraiment mettre le chaos lorsqu'il va déclarer que Pelé est myope, qu'il a fait des tests et qu'il ne voit quasiment plus rien. Il dira qu'il vaut mieux le préserver et il vaut peut-être mieux qu'il se repose sur le banc. Les joueurs brésiliens appelaient João le fou, c'est peut-être pas pour rien. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il se serait volontiers passé de Pelé pour cette Coupe du Monde. Et c'est ce qu'il va faire, il va l'écarter du groupe, sauf que Pelé, il a un impact économique sur le Brésil, la pub et la Coupe du Monde tellement fort, qu'il ne peut pas. Il est obligé d'avoir Pelé dans son 11. Le gouvernement lui fait bien comprendre, et se permet même de lui donner un 11 pour le premier match. Il donne une interview pour répondre à tout ça, s'oppose à la dictature, et là, c'est la magie de ce genre de système, il dégage. Le Brésil accueille donc Mario Zagallo, ancien partenaire de Pelé en 1958. Petite particularité de cette Coupe du Monde 70 au Mexique, c'est la première retransmise en couleur à la télé. C'est un petit peu la référence des Coupes du Monde, elle compte comme la première que tout le monde a à peu près suivie. Pelé est titulaire, il joue aux côtés de Jairzinho, Tostão, Rivellino ou encore Carlos Alberto.
Lors de la première journée contre la Tchécoslovaquie, Pelé va redevenir, enfin, ce qu'il a toujours été, un joueur de foot. Là pour prendre et donner du plaisir sur le terrain. Alors que le score est de 1 partout, il tente un lob de 50 mètres sur le gardien adverse. Il manque le cadre de quelques centimètres. Ce genre de geste, personne l'ait tenté avant, encore moins en Coupe du Monde. Il marque un but quelques minutes plus tard, le Brésil s'impose 4-1. Et au match suivant, c'est le tenant du titre, l'Angleterre, qui se dresse sur le chemin des Brésiliens. Un match décisif pour la qualification qu'il ne faut pas manquer. Pelé est tout proche de marquer un but, mais Gordon Banks réalise un des arrêts les plus mythiques de l'histoire de la Coupe du Monde et empêche le numéro 10 de marquer son deuxième but. Pelé est passeur sur une passe de génie, le Brésil s'impose 1-0 et aborde son troisième match face à la Roumanie plus calmement. Pelé marque un doublé, 3 matchs, 3 victoires. Le Brésil a rendez-vous en quart de finale avec le Pérou. Pas de but de Pelé, c'est assez rare pour le souligner, une petite passe décisive, le Brésil s'impose sans trop de difficultés, 4-2. C'est les demi-finales, on se rapproche de la coupe, et dans le pays, beaucoup ne voulaient pas d'une victoire du Brésil et de sa dictature, mais cette équipe donnait trop d'émotions, et le peuple brésilien redécouvre des sensations connues 8 ans plus tôt, et se prend vraiment au jeu. Il retrouve alors un vieux rival, l'Uruguay. Pour Pelé, il s'agit de l'occasion d'effacer pour de bon le mauvais souvenir de 1950. Mais le Brésil perd le contrôle au début de ce match, prend un but, et la panique et les mauvais souvenirs refont surface dans la tête des joueurs et dans les yeux des spectateurs. Mais les Brésiliens vont égaliser juste avant la mi-temps. Et en seconde période, ce n'est plus le même match, ce n'est plus le même Pelé. Il effectue des slaloms, des reprises de loin, des déviations en une touche, une passe décisive, un grand pont sans toucher la balle devant le gardien de la Céleste, où il ne parviendra malheureusement pas à cadrer sa frappe, mais cette action, tout le monde la connaît. Elle restera à jamais dans la légende de la Coupe du Monde. Le Brésil est en finale, et Pelé est de nouveau le roi du football. Ça ne fait aucun doute. Il est aux portes d'un 3e titre mondial avec la Seleção, tout comme l'Italie qu'il rencontre en finale. Des foules de Brésiliens scandent le nom de Pelé en escortant le bus jusqu'au stade. Et à ce moment-là, celui qui a déjà tout gagné, celui qui est désormais le joueur le plus âgé, se met à pleurer. Très croyant, il s'en remet alors à Dieu pour gagner cette finale. Ronaldinho, watch Pelé now. What a beautiful goal from Pelé. El Rey Pelé. Pelé ouvre le score d'un but au second poteau sur un centre de Rivellino. Mais l'Italie va égaliser, faisant peur aux Brésiliens, car depuis la reprise de la Coupe du Monde après la Seconde Guerre mondiale, toutes les équipes ayant marqué en première lors d'une finale ont ensuite perdu 2-1, puis 3-1 sur une remise du roi Pelé. Le match aurait pu s'arrêter là, mais il a fallu qu'un 4e but jaune vienne encore modifier ce conte de fées. They just take it in turns to give an exhibition. Jairzinho, number 7. Pelé. Up comes Carlo Alberto on the right. And it's 4! Oh, that was sheer delightful football. Une action de grande classe, une passe à l'aveugle de Pelé. Ce 4e but brésilien de Carlos Alberto scelle le triomphe et le 3e titre mondial. Au coup de sifflet final, c'est le soulagement pour Pelé qui s'arrête. Le public envahit le terrain, les journalistes aussi, tout le monde vient autour de lui. Même un joueur italien qui court devant tout le monde pour lui demander son maillot. Ce joueur a toujours représenté autre chose, et ce 3e titre va bien plus loin que du football. Après le match, le défenseur italien Bourgniche, adversaire de Pelé, déclarera « Avant le match, je me disais il est en chair et en os comme moi. J'ai ensuite compris que je m'étais trompé. » Dans le pays, le gamin de Santos a peut-être dépassé le statut de roi, en donnant un grand bol d'air à un peuple essoufflé, qui a d'ailleurs bien en tête que la dictature n'a pas gagné la Coupe du Monde. C'est Pelé et ses coéquipiers qui l'ont fait. Malgré les photos prises avec le roi, avec le trophée à la main, et les mises en scène lors des célébrations, l'histoire a effacé le dictateur Médici de ces moments. Un an après ce titre, Pelé prend sa retraite internationale lors d'un match entre la Seleção et la Yougoslavie, au Maracanã, le 18 juillet 1971. Sous l'ovation du public qui demande à Pelé de rester, mais en vain. Mais Pelé continue bien sa carrière en club avec Santos. Il marque toujours entre 30 et 60 buts par an, et va aller chercher un dernier titre en 1973, ce qui incite de nombreuses personnes, dont le pouvoir politique,
a réclamé le retour de Pelé en sélection pour la Coupe du Monde 74. Mais celui-ci reste sur sa position de 71 et décline l'invitation. En 1974, cette même année, à 34 ans, Pelé joue moins et le public sent bien qu'il vit ses dernières heures sur les terrains de football. 1088 buts plus tard, il dit au revoir à sa maison, qu'il n'a jamais quittée, et décide de mettre un terme à sa carrière. Quelques mois après ce retrait du monde du football, il s'aperçoit que ses affaires ne marchent pas forcément bien. Voyant ses dettes s'accumuler, il décide de reconsidérer les offres qu'il avait eues par le passé. Le 10 juin 1975, il signe un contrat de 3 ans pour plus de 4,7 millions de dollars avec le New York Cosmos. C'est énorme pour l'époque, j'espère que vous vous en rendez compte. Il va participer à l'essor du football aux États-Unis. En 2023, vous voyez bien que le soccer aux États-Unis, c'est pas encore ça. Alors imaginez, il y a presque 50 ans, lors de sa première saison, il ne permet pas à son club de se qualifier pour la phase finale du championnat. Par contre, sur le plan économique, c'est un véritable succès. Des stades remplis de partout où il va, de nombreuses personnalités viennent assister au match juste dans l'espoir de voir Pelé. L'année suivante, en 76, l'équipe joue mieux et se qualifie pour les séries d'éliminatoires, mais est battue en quart de finale par Tampa Bay. Il décide alors de prolonger sa carrière d'une année. Et Santos, là ça rigole plus. En plus de Pelé, il recrute 2 autres stars, Carlos Alberto, qu'il a très bien connu sous le maillot du Brésil, mais aussi Franz Beckenbauer, qui est peut-être la deuxième plus grosse star de l'époque de Pelé. Le 27 août 1977, l'équipe parvient au Soccer Bowl, la finale du championnat, et Pelé remporte son premier titre contre les Seattle Sounders. Avec 13 buts et un record de 18 passes décisives dans la saison, il est désigné meilleur joueur de la saison. Après ce titre, il décide d'annoncer sa retraite définitive du football. Pour cette occasion, il organise un match d'adieu entre le New York Cosmos et le Santos FC. Devant 75 000 personnes, il jouera une mi-temps avec le maillot de Santos et une mi-temps avec le maillot des Cosmos. À la fin du match, il est soulevé par ses coéquipiers, effectue un tour d'honneur. Pelé n'arrive pas à retenir ses larmes. Il est alors âgé de 37 ans et dit au revoir au monde du football. Après le foot, pendant des années, Pelé va multiplier les activités. Ambassadeur du Brésil, aux Nations Unies, élu citoyen du monde par l'ONU. Il s'engage dans des actions humanitaires. Il travaille aussi à la commission du fair play à la FIFA, puis devient ambassadeur pour l'UNICEF. Il multiplie les apparitions dans le monde entier, pour les enfants, pour la paix, ou toujours pour le foot. Il va aussi jouer dans des films, comme dans À nous la victoire en 1981, où il donne la réplique à Sylvester Stallone. Il a continué la musique. En 87, le refrain ABC, ABC, tous les enfants doivent lire et écrire est entonné par l'éternel numéro 10. ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. La dictature s'est terminée en 1985 au Brésil, et après ça, tous les gouvernements lui ont proposé des postes. Après de nombreux refus, en 1989, il accepte un genre de ministre du sport, un petit peu détaché parce qu'on sait la politique c'est pas trop son truc. Il veut réformer le football brésilien, stopper les magouilles, déclarer tout l'argent dépensé par les clubs, mais son projet est très vite stoppé, tous les clubs s'y opposent, et il va très vite quitter la politique pour de bon. Comme quoi, c'était vraiment pas fait pour lui. Pendant toute sa carrière, il a multiplié les publicités. Puma, American Express, Mastercard, Atari, Pepsi, Sony, Lottofoot, Nokia, Louis Vuitton, Banco Santander, Carrefour, Hublot, Subway, Fly Emirates, Volkswagen. En 2002, à 62 ans, Pelé apparaît au beau milieu du Maracana. Mais là, ce n'est pas pour le football. Il est tout simplement là pour une pub, pour du Viagra. Il est le premier footballeur à avoir tout changé, à avoir dépassé ce même statut. Après Pelé, plus rien n'a jamais été pareil. Ni le Brésil, ni le football.